L'information de la mi-journée, Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal, le sommaire de cette édition. Le ministre Pierre Damba fait l'état des lieux du secteur de la santé en Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de garantir un système de santé accessible et plus performant pour les Ivoiriens. Il s'est entretenu dans ce cadre avec les directeurs des établissements publics nationaux et les responsables des programmes sanitaires. Le Sénat ivoirien, que retenir de ces 3 années d'existence? L'institution de la République contribue depuis son ouverture au vote des lois et au contrôle de l'action gouvernementale. Le dossier politique de ce journal fait le bilan. Et drame aux États-Unis, 8 personnes décèdent dans une fusillade à Indianapolis. Le tueur présumé se serait donné la mort après son forfait. Une action qui alourdit le nombre de morts par arme à feu dans le pays, où sont dénombrés depuis le début 2021 11 000 morts. Bienvenue dans ce 13h. Le président de la République, Alassane Ouattara, est à Brazzaville depuis hier. Il participe ce jeudi à la cérémonie d'investiture du président élu de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Le président a été réélu le 21 mars dernier avec plus de 88% des suffrages. Alassane Ouattara a été accueilli hier à son arrivée par le Premier ministre congolais Clément Mwamba et avec lui Ndrioman Thérèse, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire près de la République du Congo, et le ministre Alcide Djidje participe à cette prestation de serment ce vendredi. Ce 4e mandat du président Sassou Nguesso, il est focalisé sur la paix, la jeunesse et le développement de l'agriculture du pays. Eugène Akaouélé a pris officiellement fonction au Conseil constitutionnel, social, environnemental et culturel en Côte d'Ivoire. Une cérémonie de remise de service a eu lieu en raison du décès de son prédécesseur. Elle a été supervisée par le secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé. Le nouveau président du CESEC place sa mission sous le respect des valeurs de la République. Cette cérémonie est rapportée par Sidonie Davila. Plutôt qu'une passation de charges, c'est une remise de service qui a eu lieu au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Devant un parterre de personnalités, toutes témoins des faits, le secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé, a procédé à la remise de service. La nomination de ce haut cadre, en qualité de président de notre Assemblée constitutive, est aussi la reconnaissance du mérite d'un homme d'État, d'un serviteur dévoué à la nation, qui aura su relever nombre de défis, notamment la grave crise sanitaire de la Covid-19. Une cérémonie à caractère particulier quand on sait que le prédécesseur du nouveau président n'est plus de ce monde. Charles Kofi Dibi, décédé en décembre 2019, l'ex-ministre de la Santé prend désormais les rênes de cette institution. En rendant hommage à son prédécesseur, Eugène Akaouélé, qui mesure les attentes et les défis de sa nouvelle mission, promet une continuité et une consolidation des acquis. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude et mon infinie reconnaissance à son Excellence, M. Alassane Ouattara. J'entends, au regard de l'excellent travail déjà entamé, renforcer toutes les activités relatives à la continuité de l'action institutionnelle, relatives à la consolidation de la coopération internationale, ainsi qu'à la mutation que le Conseil économique, social, environnemental et culturel devra faire pour se rapprocher de nos populations. Soyez donc assurés, chers collègues, de ma ferme volonté de créer les conditions permettant de développer avec vous et par vous les articulations de notre vision pour notre institution. Après 15 mois sans président, le CESEC reprend ses activités à la grande joie de ses membres. Le discours du président, c'est un discours qui autorise tous les espoirs. Donc nous attendons très rapidement, dans les prochains jours, à commencer à reprendre effectivement nos travaux. Nous allons continuer l'œuvre que le président Charles Kofi Dibi a entamée pour accompagner le nouveau président dans la mission que lui a confiée Monsieur le Président de la République. Pour sa prise de fonction officielle, le tout nouveau président du CESEC, Eugène Akaouélé, a eu droit aux honneurs militaires rendus par 2 clairons de la garde républicaine.
À présent, un grand angle sur cette autre institution de la République, le Sénat. C'est le dossier politique de ce journal. L'institution créée en 2018 assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors du pays. Elle contribue également au vote des lois et au contrôle de l'action gouvernementale. En 3 ans d'existence, que devons-nous retenir de la deuxième chambre du Parlement ivoirien? Mahama Traoré répond à cette question. 12 avril 2018, le Sénat ivoirien fait sa première rentrée solennelle. À peine née, la deuxième chambre du Parlement doit déjà faire face aux critiques d'une frange d'Ivoiriens qui doutent de son importance dans le paysage institutionnel. Le chef de l'État en personne est le premier à défendre l'institution dont la création a été consacrée par la Constitution de la Troisième République du 8 novembre 2016. L'institution du Sénat en Côte d'Ivoire n'est pas un luxe, mais bien une nécessité de développement destinée notamment à assurer une plus grande rigueur dans le travail parlementaire et une efficacité accrue par la possibilité d'une lecture différenciée des projets de loi. Janoua Ousoukwadio et ses pairs sénateurs vont alors se mettre à la tâche pour convaincre les sceptiques. Fonctionnel depuis 2019, le Sénat exerce les mêmes prérogatives que l'Assemblée nationale, à savoir le vote de la loi, le contrôle de l'action gouvernementale et l'évaluation des politiques publiques. En outre, selon l'article 87 de la Constitution, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors du pays. De 2018 à maintenant, 3 années d'engagement, de labeur et d'expérience inédits. En tout état de cause, notre détermination et notre foi sont restées inextinguibles. Aujourd'hui, les résultats sont là, palpables, visibles et concrets. Le bicamérisme s'est incrusté dans la pratique institutionnelle de la Côte d'Ivoire. Le Sénat ayant pris toute sa place dans l'écosystème institutionnel de notre pays, tel que prévu par notre loi fondamentale. La plupart des systèmes politiques aujourd'hui sont des systèmes qui ont un Parlement bicaméral. Et si le Sénat n'avait pas d'importance, je pense que des pays comme l'Allemagne, comme la France, comme les États-Unis ou partout ailleurs auraient déjà supprimé cette institution. Conformément au principe de la navette parlementaire voulu par le système bicaméral, le Sénat examine les textes de loi avant ou après l'Assemblée nationale. C'est ainsi qu'une vingtaine de projets de loi a été soumis aux sénateurs en 2019 et une soixantaine en 2020. Dans bien des cas, le regard des élus de la Chambre haute du Parlement a abouti à des amendements. La loi sur la chefferie, nous avons la durée du mandat. Nous avons fait des amendements de ce côté. Et puis, il y a une loi sur les nouvelles technologies où celui qui ne payait pas son impôt était soumis à une peine de prison. Nous avons trouvé que c'était trop lourd et qu'il fallait, à la place de la peine de prison, augmenter, par exemple, le montant de la peine à payer. Il fallait ajuster les relations entre le ministre de la Sécurité et les différents secteurs de la sécurité. Et sur ces lois, nous avons apporté les modifications nécessaires pour permettre au ministre de pouvoir gérer son département. Lorsque nous avons reçu le budget, nous, en tant que représentation des collectivités territoriales, en tant que représentants des Ivoiriens de l'extérieur, nous avons demandé certains ajustements sur les budgets alloués aux collectivités territoriales, sur aussi les budgets qui ont été mis à la disposition des ministères concernés par les Ivoiriens de l'étranger. Nous avons reçu un projet de loi sur l'INS. Les critiques que nous avons formulées et les amendements que nous avons proposés ont fait l'objet de l'adhésion de toute la commission qui a examiné le texte. Au Sénat, le RHDP détient la majorité avec 76 sièges sur les 99 que compte l'institution. Vient le PDCI avec 17 sièges. Les 2 derniers sièges sont détenus par des sénateurs non apparentés. Malgré cette configuration, les élus PDCI font tout de même entendre leur voix lors des débats en commission ou en plénière. La loi sur le foncier, le PDCI s'est prononcé carrément contre. Mais donc nous faisons une opposition responsable. Nous participons activement. Nous ne sommes pas dans un esprit de blocage. Nous venons dans un esprit constructif, participer à la vie de notre jeune institution qui est le Sénat, mais surtout
défendre les populations ivoiriennes. En 2020, en plus du vote des lois, le Sénat a multiplié les séances d'information parlementaire à l'effet de comprendre la gestion de la pandémie de la Covid-19 par le gouvernement. Une démarche conforme à sa mission de contrôle de l'action gouvernementale. Pour l'exercice 2021 qui vient de s'ouvrir, les défis sont nombreux. Nous préparons actuellement le forum des Ivoiriens établis hors Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de réfléchir sur comment il faut le faire, s'il faut le faire en visioconférence ou s'il faut le faire en conférence éclatée. 3 ans après la mise en place du Sénat, que retenir de son rôle dans le processus démocratique ivoirien? Pour qu'une loi soit bien faite, il faut plusieurs regards sur cette loi. Donc, en plus du regard de la Chambre basse du Parlement, l'Assemblée nationale, il serait bien d'avoir aussi un regard de la Chambre haute du Parlement qui représente en réalité les collectivités territoriales. Donc, le fait de croiser les regards sur une loi contribue effectivement à l'amélioration de cette loi. La fréquentation de cette institution m'a permis de me rendre compte que les débats étaient largement apaisés, sans position partisane, et c'est l'intérêt de la nation qui a toujours été cerné, vu par l'ensemble des sénateurs. Et je voudrais dire que plus que jamais, cette Chambre mérite sa place. Ouverte le 13 avril dernier, la session ordinaire 2021 du Sénat s'achèvera 7 jours ouvrables avant la clôture de la session de l'Assemblée nationale. Et pour l'exercice 2021, le Sénat ivoirien suit ses actions pour l'équilibre de la gestion gouvernementale. Nous en venons à cette autre information de l'actualité ivoirienne. Les obsèques du défunt président du COSIM, le cheikh Aïma Mamadou Traoré, fut porté en terre hier après-midi à la suite de la prière mortuaire à la mosquée de la Riviera-Golfe. Le défunt guide de la communauté musulmane a été inhumé au cimetière de Williamsville. Une cérémonie funèbre suivie par Pargues reconnaît. Grande mosquée de la Riviera-Golfe. Il est 13h45 lorsque le cercueil dans lequel se trouve le président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, franchit l'entrée de la mosquée. Rappelé à Dieu le mardi 13 avril dernier, des suites d'une insuffisance cardiaque, Cheikh Aïma Traoré Mamadou a eu droit à sa dernière prière, la prière mortuaire, officiée par l'imam Ali Ouattara. Une fois la prière terminée, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire est accompagné au cimetière municipal de Williamsville pour être inhumé dans la stricte intimité familiale. Mais avant, les imams du COSIM, de l'AMSI-Codis et l'ensemble des prédicateurs ont procédé 5 fois à la lecture du Noble Coran pour intercéder auprès du Tout-Puissant afin qu'il lui accorde sa miséricorde. Cet homme, c'est un exemple de vie, soit au service des autres, que nous venons de perdre. Lecture du Saint-Coran qui s'est faite en présence de sa famille biologique, des membres du gouvernement, des responsables des partis politiques, des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, des guides des autres confessions religieuses et plusieurs délégations de guides religieux venus des pays de la sous-région et des autres pays de l'Afrique. Tous se disent consternés par ce départ brusque et inattendu du président du COSIM. Il a œuvré pour le rapprochement des confessions et surtout pour la paix. Je suis très heureux que toute la communauté soit mobilisée pour lui rendre un hommage mérité. Je retiens de lui un homme affable, un homme qui a su vraiment bâtir le pont pour la cohésion nationale. J'ai eu l'honneur de faire plusieurs voyages avec lui, avec le président de la République, que ce soit à Riyad, à la Mecque. C'est donc une grande tristesse aujourd'hui et beaucoup d'émotions que de le voir nous laisser. Occasion pour sa famille d'exprimer toute sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, à son gouvernement et aux populations pour leur soutien. C'est le lieu d'adresser des remerciements particuliers à Monsieur le Président de la République, qui n'a ménagé aucun effort
pour apporter assistance à la famille. La famille me charge également de remercier les imams, tous les membres de la communauté musulmane, chrétienne, pour l'élan de fraternité dont nous avons été confortés. À cette cérémonie de prière pour le repos de l'âme du président du COSIM, le chef de l'État était représenté par le ministre d'État, ministre de la Défense. Les cérémonies du 7e jour, selon les responsables du COSIM, auront lieu à la grande mosquée de la Riviera Golfe le lundi 19 avril prochain. Adieu, Cheikh Aïma Traoré Mamadou. Que la terre te soit légère. Les obsèques se poursuivent ce vendredi et demain, samedi 17 avril, de 9h à 14h, avec la présentation des condoléances à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Et sur ce même site se tiendra le lundi 19 avril la cérémonie de 7e jour. C'est le mois de Ramadan, période de forte consommation en produits alimentaires. Pour assurer la disponibilité des denrées, le ministre du Commerce et de l'Industrie a visité les entrepôts et surfaces d'achat du district d'Abidjan. Il rassure, les prix des aliments resteront fixes et principalement ceux prisés par les consommateurs en cette période. Le rapport de Walter Amadou Ouattara. Dans ces entrepôts situés en zone portuaire dans la commune de Treichville, il y a divers produits alimentaires. Le responsable des lieux affirme avoir le stock nécessaire pour satisfaire les sollicitations en cette période de forte demande. Toutes les denrées alimentaires sont disponibles actuellement à travers notre dépôt et nos magasins. Le lait en boîte est resté toujours le même. La tomate a pris un tout petit peu d'augmentation et à côté de ça, les autres produits, pas spécialement, rien n'a bougé. C'est justement pour s'imprégner de la réalité sur le terrain que le ministre du Commerce et de l'Industrie effectue le déplacement. Après Treichville, c'est la commune d'Atekoubé qui reçoit la délégation. Ici, on rassure également. Disposition qui est prise pour alléger la souffrance des populations et afin que l'assiette ne coûte pas cher. Le sucre roux, il a 29 000, le sucre blanc, il a 32 000 francs CFA. En termes de riz, ça dépend des marques. Les prix varient en fonction des différentes qualités. Le lait est un produit sollicité pendant le mois de Ramadan. Un des grands industriels qui approvisionne le marché ivoirien est confiant par rapport à son stock. Vous pouvez voir ici, il y a suffi pour tout le monde. Nous avons aussi une autre place, il y a plus de stock. Donc nous avons produit un peu avant, extra pour ce mois et le prochain mois, donc pas de problème. À la fin de cette visite, le ministre du Commerce et de l'Industrie affiche sa satisfaction. Les prix qui sont pratiqués durant cette période n'ont pas connu d'évolution par rapport aux prix pratiqués avant la période de Ramadan. À ce niveau, nous avons tous constaté que les stocks, notamment portant sur les produits de riz, de sucre, d'huile, et de lait sont disponibles au niveau de tous les entrepôts que nous avons visités et tous les opérateurs nous ont donné l'assurance qu'ils prenaient toutes les dispositions afin que tous nos marchés soient approvisionnés. Le besoin national en riz est de 1 300 000 tonnes. Ce besoin en sucre est estimé à environ 300 000 tonnes l'année. Si les prix restent fixes pour les produits de grande consommation, sur le plan sanitaire, les chiffres évoluent. Voyons le point de la situation de la pandémie de coronavirus dans notre pays. Le dernier bilan du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré 56 nouveaux cas de Covid-19, 92 nouvelles guérisons et malheureusement 2 cas de décès. À cette date, la Côte d'Ivoire compte donc 45 444 cas confirmés, 44 925 personnes guéries, 273 décès et 246 cas actifs. La campagne de vaccination, elle progresse. À ce jour, 87 267 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19 dans notre pays. La capitale politique ivoirienne mène aussi le combat contre la pandémie de coronavirus. La campagne de vaccination anti-Covid a démarré hier à Yamoussoukro, une opération lancée par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Damba. Le reportage de Kader Sogodogo. Esplanade du centre hospitalier régional CHR de Yamoussoukro.
Première sortie à l'intérieur du pays pour Pierre Dimba dans ses nouveaux habits de ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Une sortie pour le lancement officiel de la campagne de vaccination contre la Covid-19 à l'intérieur du pays. Après Abidjan, le 1er mars dernier, les populations de plusieurs grandes villes du pays ont désormais l'opportunité de se faire vacciner gratuitement. La Côte d'Ivoire se félicite de poursuivre et de renforcer cet engagement mondial de riposte contre la Covid nécessaire pour l'élimination de ce fléau. C'est dans ce contexte que se tient cette cérémonie ce jour, marquant le lancement de la décentralisation officielle de la campagne nationale d'immunisation de la population contre la Covid-19 qui revêt pour le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture des maladies universelles une importance capitale. Cette campagne de haute portée socio-sanitaire est la manifestation la plus évidente du maintien de la volonté du gouvernement de Côte d'Ivoire de parvenir à la sécurité sanitaire et à la protection totale de la population avec le concours, bien entendu, de nos partenaires habituels. Tour à tour, chefs traditionnels, guides religieux, forces de défense et de sécurité vont recevoir leur première dose avant de revenir dans un mois. Les autorités locales déjà vaccinées invitent la population à saisir cette aubaine. Il faut se faire vacciner. Monsieur le ministre et moi-même, nous nous sommes fait vacciner. Donc nous ne vous disons pas de faire quelque chose que nous ne faisons pas. Et j'invite les populations de Yamoussoukro à se faire vacciner massivement. Nous sommes privilégiés parce que nous faisons partie des premières villes en Côte d'Ivoire qui bénéficient de cette décentralisation. Donc à la suite de monsieur le gouverneur, je voulais remercier monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre et surtout le saluer et le féliciter. Yamoussoukro bénéficie de 10 000 doses. En plus de la gestion de la pandémie de coronavirus, le ministre Pierre Dimba s'active pour une meilleure organisation du secteur sous sa tutelle pour assurer de meilleures prestations sanitaires aux Ivoiriens. Il s'est entretenu dans ce cadre avec les directeurs des établissements publics nationaux et des responsables de programmes sanitaires, suivant ce rapport de Jean-Marc Djadji. Directeurs centraux et d'établissements publics nationaux, responsables de programmes, à l'écoute du nouveau ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Pierre Dimba. Pour une prise de contact avec ses futurs collaborateurs immédiats, le ministre s'est informé sur le fonctionnement de ces structures sous tutelle et leur a orienté sur sa vision. Après ces échanges fructueux, le ministre Pierre Dimba s'est rendu le lendemain au CHU de Treichville. Objectif, visiter le bâtiment du bloc gynéco-obstétrique en réhabilitation depuis 2017, dont les travaux ont été arrêtés en 2019. Le ministre entend mobiliser les fonds avec les partenaires afin de l'achever et le rendre opérationnel. Je viens de constater l'état d'avancement des travaux qui ont nécessité, donc ces travaux ont nécessité qu'on interrompe tous les services donc, du gynéco-obstétrique et on est reparti un peu partout, mais on se rend compte qu'il y a un peu de surchauffe un peu partout. Donc on vient ici avec les équipes faire le point pour voir ce qui peut être fait pour que dans la meilleure délai, ces services commencent à fonctionner. Le ministre Pierre Dimba est déterminé à améliorer le plateau technique du système sanitaire et à offrir des soins de qualité aux populations, comme le définit la vision du chef de l'État. La prise en charge des personnes toxicomanes est aussi une priorité pour les autorités sanitaires. Elles sont associées dans cette tâche aux forces de sécurité. À Bouaké, les agents impliqués dans cette mission ont approfondi leurs connaissances sur la réduction des risques auprès des consommateurs de drogue. L'initiative est de l'association communautaire Parole autour de la santé. Soro Corona nous explique la démarche. Selon les études du Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions, 886 consommateurs de drogue injectables ont été dénombrés en 2019 dans les villes de Yamoussoukro, Bouaké et San Pedro. Ces consommateurs de drogue injectables sont exposés aux infections à VIH-Sida, à la tuberculose, à l'hépatite B et C. Cette situation constitue une grave menace sur leur vie. Pour réduire les risques d'infection de toutes ces maladies, les ONG se mobilisent dans l'association communautaire Parole autour de la santé. La structure, en partenariat avec le PNLTA, a initié un atelier de formation au profit des professionnels de la santé et des forces de sécurité sur la réduction des risques auprès des consommateurs de drogue à Bouaké. Nous voulons amener les responsables et les professionnels de santé à prendre en charge l'usager de drogue et à répondre à ses besoins sur le plan sanitaire. Aujourd'hui, les partenaires et même l'État impliquent l'usager de drogue dans sa prise en charge.
Et nous avons l'alliance thérapeutique avec l'usager de drogue. Et aujourd'hui, la communauté fait beaucoup. Une action salvatrice pour les participants. On demande à tous ces organisateurs-là s'ils peuvent multiplier ces genres d'activités pour que la population sache que vraiment il y a un besoin à chercher à intégrer ces personnes qui ont perdu le repère. Quand on les voit, on les marginalise, on a un peu peur d'eux, mais avec cet atelier, on voit qu'on peut les aider, on peut aussi les sauver face aux risques tels que le VIH. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet Action de réinsertion et de plaidoyer pour le respect des droits humains des personnes consommatrices de drogue au Mali et en Côte d'Ivoire. Le projet est financé par OSIWA, Open Society Initiative for West Africa, et bénéficie de la collaboration des ONG Anda Santé et Médecins du Monde. Sur la sécurité des personnes en général, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme travaille au renforcement de la protection des données à caractère personnel. La loi ivoirienne accompagnant cette démarche est en vigueur depuis août 2013 et pour une meilleure application, la Ligue prévoit mener des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer. Les explications de Sephora Zegui. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, recueillir des informations personnelles est devenu un fait quotidien. Les structures privées et publiques exigent une foule d'informations à leur clientèle avant d'accéder à un service, même sur les réseaux sociaux. Pourtant, ces données souvent très poussées dépassent le cadre réglementaire. On parle de données à caractère personnel lorsque on a une information qui permet d'identifier de façon spécifique un individu. Les dangers sont évidents. De plus en plus, on parle de chantage qu'on peut faire à travers les réseaux sociaux. Il y a aussi le ciblage. Il y a aussi les vols d'identité. La Ligue ivoirienne des droits de l'homme lance le projet sur le renforcement du droit à la protection des données à caractère personnel. Il va durer 5 mois. Au programme, des ateliers, des campagnes de sensibilisation et des plaidoyers auprès des autorités compétentes. Objectif, obtenir la ratification de la Convention de Malabo. La Convention de Malabo, en fait, dans le contenu, est divisé en 3 parties. La première partie qui parle de la cybercriminalité, la deuxième partie qui parle de la protection des données à caractère personnel et la troisième partie qui parle des transactions électroniques. Alors, même si ce sont les mêmes tests qui se retrouvent de part et d'autre, c'est important qu'au niveau régional, la Côte d'Ivoire s'inscrive dans cette protection des données-là. Bientôt, la LIDO présentera une déclaration et un atelier sur la problématique de la protection des données à caractère personnel. Ce sera à l'occasion de la session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples prévue du 14 avril au 4 mai 2021. La Fédération ivoirienne des PME s'installe dans 40 localités de la Côte d'Ivoire pour plus d'efficacité dans l'exécution de sa mission. Ces représentations auront la tâche de recueillir les préoccupations des PME de l'intérieur du pays afin de les accompagner à travers les mesures prises par l'État ivoirien qui ne sont pas toujours connues de ces dernières. Cette action cible aussi le secteur informel, une assistance dont nous parle Cheikh Koné. Se rapprocher des petites et moyennes entreprises, leur apporter toute l'assistance nécessaire dans leur développement. C'est la raison de ce maillage territorial opéré par la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, FIPME. Dans la pratique, il a fallu d'abord désigner des représentants. Ces représentants vont mettre sur place une équipe en place et ils auront bien sûr pour rôle dans la zone de représentation d'identifier les problèmes que rencontrent nos PME. D'abord d'identifier nos PME, de les connaître, de voir les problèmes qu'elles rencontrent. Et de l'autre côté, de voir comment nous pouvons les accompagner. Ces 40 représentants nationaux seront repartis dans toutes les régions et chefs-lieux de département sur toute l'étendue du territoire. Nous avons en place une commission qui est chargée, une commission de base. Et c'est eux, avec les directeurs exécutifs, qui sont chargés de définir des critères précis que doivent remplir les personnes qui vont choisir. Ça fait l'objet de nombreux débats, de nombreux échanges, parce que nous voulons en face avoir des personnes efficaces, véritablement représentatives, pour que les objectifs recherchés soient atteints. Le ministre-gouverneur Augustin Thiam s'est réjoui d'une telle initiative qui offre la chance aux entrepreneurs des villes de l'intérieur du pays de ne pas se sentir délaissés. Cette importante initiative qui appelle l'implication de toutes et de tous et de chacun d'entre nous à différents niveaux. En effet, le district autonome de Yamoussoukro inscrit en point majeur
un accompagnement des associations féminines et de jeunesse par l'octroi de subventions annuelles ainsi que par la formation et l'installation de plusieurs jeunes dans différents domaines d'activité. Cette action de représentation nationale s'inscrit dans un vaste programme de proximité, initié depuis quelques mois par les instances dirigeantes de la FIPME. Dans l'actualité hors de chez nous, dans le centre des États-Unis, une fusillade a fait au moins 8 morts et plusieurs blessés à Indianapolis. Le tireur présumé se serait donné la mort selon la police, qui n'a pour l'instant pas divulgué davantage d'informations concernant l'identité de cet homme ni les motifs de son acte. Cette nouvelle fusillade survient alors que le président Joe Biden a dénoncé il y a une semaine l'épidémie des violences par arme à feu dans son pays, qui a enregistré depuis le 1er janvier 2021 plus de 11 000 personnes tuées par une arme à feu. Le président américain a engagé au Congrès un projet de réforme de la législation sur les armes. Il veut notamment s'attaquer à la propagation des armes à feu fabriquées de manière artisanale et qui n'ont pas de numéro de série. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À 15h, un autre point d'information. Excellent après-midi sur RTI 1. Je vous retrouve lundi avec, je l'espère, de meilleures nouvelles d'ici et du monde.